Évoquez le Maryland et les premières images qui vous viennent en tête sont souvent ces fameux beignets de crabe, la prestigieuse Académie navale ou encore les bas-fonds sur écoute de Baltimore, si souvent dépeints à l'écran. Pourtant, derrière les élégantes façades en briques de Potomac et les immenses tours de verre de Bethesda, se dissimule un tout autre monde. Le Maryland est la forteresse invisible du capital américain. C'est ici que résident en toute discrétion les véritables maîtres du jeu, ceux qui possèdent vos équipes sportives préférées, les chaînes hôtelières de luxe et ces immenses empires industriels qui font tourner la planète. Il est question de lignées qui règnent en maître sur l'hôtellerie mondiale, de ces tentaculaires agences de recrutement qui emploient peut-être vos voisins, ainsi que des titans de la production qui façonnent notre époque contemporaine. Aujourd'hui, nous vous dévoilons le classement des 10 dynasties les plus fortunées du Maryland. En 10e position, le clan Perdu. Si vous avez déjà dégusté un nugget de poulet, un filet de volaille ou la dinde traditionnelle de Thanksgiving au cours des 40 dernières années, il y a de fortes chances que vous ayez enrichi cette famille. Établie dans la paisible région rurale de la côte Est, à Salisbury, les Perdus ont orchestré l'une des ascensions agricoles les plus spectaculaires de l'histoire des États-Unis. Ils ont métamorphosé une modeste exploitation en un véritable colosse de la viande, valorisé à 8 milliards de dollars. Tout a commencé en 1920, loin des luxueuses salles de conseil, dans un simple poulailler. Arthur Perdu y installe 50 poules Leghorn pour vendre des œufs frais sur les marchés environnants. L'affaire suffisait tout juste à faire bouillir la marmite. Mais c'est son fils, Frank Perdu, qui allait bouleverser à jamais les habitudes alimentaires de toute l'Amérique. À l'époque, Frank commet un acte perçu comme de la folie pure. Il appose son nom de famille directement sur la volaille. Avant lui, le poulet était un produit basique et complètement anonyme. On l'achetait chez le boucher local, sans se soucier de sa provenance. Frank comprend alors une chose essentielle. S'il peut garantir une qualité constante, avec des blancs plus charnus et une peau dorée synonyme de vitalité, il pourra justifier des prix bien plus élevés. Il s'est donc érigé en égérie de sa propre marque, figurant dans plus de 200 publicités télévisées. Avec sa voix fluette et son allure de brave campagnard, il est entré dans la légende en fixant l'objectif de la caméra pour déclarer « Il faut un homme dur à cuire pour élever un poulet tendre ». Ce n'était pas qu'une simple accroche, c'était le socle même de sa vision d'entreprise. L'homme d'affaires a immédiatement pris le contrôle de l'intégralité de sa chaîne d'approvisionnement. Les fermes de la famille ne se sont plus contentées d'acheter des sacs de nourriture pour animaux. Elles ont bâti d'immenses silos pour stocker les céréales, des moulins pour les broyer et des couvoirs gigantesques pour faire naître leurs propres poussins. Aujourd'hui, c'est la 4e génération qui tient la barre. L'entreprise est restée farouchement indépendante, rejetant catégoriquement l'appel des sirènes de Wall Street afin de conserver un pouvoir décisionnel absolu. Une liberté inestimable qui leur donne la possibilité de planifier sur le très long terme, un luxe que les grands patrons cotés en bourse ne peuvent tout simplement pas s'offrir. Leur activité va d'ailleurs bien au-delà du simple élevage d'oiseaux. Ils transforment les récoltes, fabriquent l'alimentation, gèrent la logistique des expéditions et recyclent jusqu'à leurs propres déchets. Bien qu'ils ferment la marche de ce palmarès en 10e position, avec un patrimoine dépassant les 3 milliards de dollars, leur poids réel dans la région dépasse de très loin la valeur de leur compte en banque. Ce sont les souverains incontestés de toute la côte est de l'État, faisant vivre des milliers de foyers et imposant leurs lois sur l'agriculture locale. Leur parcours démontre qu'au Maryland, nul besoin d'algorithmes complexes pour bâtir un empire de fer. Il suffit simplement de maîtriser ce qui atterrit dans l'assiette des gens. En 9e position, nous retrouvons la dynastie Saul. Si vous vous promenez en voiture dans la capitale de Washington DC et ses opulentes banlieues environnantes, vous traverserez immanquablement l'immense portefeuille immobilier de B.F. Saul, 2e du nom. Cette famille est l'incarnation même de l'aristocratie financière, une vieille fortune profondément ancrée et inébranlable. L'ancêtre fondateur a lancé la compagnie éponyme en 1892 sous la forme d'un simple bureau de prêts hypothécaires et de transactions immobilières. De nos jours, c'est son petit-fils qui préside Saul Centers, un colosse tentaculaire spécialisé dans les fonds de placement immobilier. Mais pour vraiment saisir l'ampleur de la fortune des Saul, il ne faut pas s'arrêter aux simples façades de briques et de ciment. C'est dans les rouages complexes du système bancaire que se cache leur véritable secret. Pendant des décennies, B.F. Saul II a tenu les rênes de la TV Chase Bank d'une main de maître. À l'époque, c'était tout simplement le géant financier incontesté
contestée de la région de Washington, une institution farouchement indépendante et locale. Le tournant décisif survient en 2009. Un coup de génie où il cède l'établissement à Capital One pour une somme faramineuse de 5,2 milliards de dollars, payée rubis sur l'ongle en liquidité et en actions. Du jour au lendemain, cette transaction historique a propulsé le clan de Mania de la pierre à Nabab de la finance, figeant leur statut de mastodonte intouchable. Pourtant, leur véritable passion restera à jamais ancrée dans la terre. Oubliez la petite spéculation de quartier ou la quête du profit éphémère. Leur jeu, c'est de détenir le sol même sur lequel marchent les fonctionnaires du gouvernement, les puissants lobbyistes et les entrepreneurs d'État. Leur empire foncier engloutit des millions de mètres carrés, un océan de galeries marchandes, de tours de bureaux et de complexes résidentiels. Et ce patrimoine est jalousement gardé dans les secteurs les plus inabordables et prestigieux de toute l'Amérique. Leur mot d'ordre absolu, une prudence quasi paranoïaque dans la gestion de leurs affaires. BF Saul II cultive une profonde aversion pour l'endettement, dirigeant son empire avec une philosophie d'une rigueur implacable. C'est ce bouclier stratégique qui a permis à sa lignée de traverser 1 siècle et demi de tempêtes économiques sans la moindre égratignure, depuis la Grande Dépression jusqu'au désastre des subprimes en 2008. Là où leurs rivaux succombent sous le poids d'emprunts toxiques, la famille fait preuve d'une patience redoutable en attendant que l'orage passe. Pendant la crise, ils se contentent d'amasser leur rente, guettant le moment opportun pour rafler à prix cassé les dépouilles de leurs concurrents ruinés. L'homme à la tête de cet édifice, BF Saul II, cultive un mystère quasi fantomatique. Fuyant les mondanités comme la peste, ses apparitions publiques et ses interviews se comptent sur les doigts d'une main. Retranché dans sa forteresse de Chevy Chase, une banlieue huppée réservée à la haute noblesse américaine, il tire les ficelles dans l'ombre, régnant en maître sur un portefeuille qui fait de lui le propriétaire officieux de toute la machine bureaucratique fédérale. Assise sur une montagne d'or estimée à 3,8 milliards de dollars, cette famille incarne à elle seule la richesse immortelle de l'État du Maryland. Les politiciens font leurs valises tous les 4 ans, mais le grand propriétaire des lieux, lui, est là pour l'éternité. À la 8e place de notre classement, la dynastie Léon VI. Avec Ted Leonsis, fini les fortunes poussiéreuses bâties sur la brique, bienvenue dans l'ère de l'argent frais, forgé dans la technologie et l'industrie du spectacle. Point d'héritage fastueux pour lui, son empire, il l'a arraché à la force du poignet pendant la fièvre de l'or numérique des années 90. Simple as du marketing à ses débuts, ce visionnaire a gravi un à un les échelons pour s'imposer parmi les grands pontes du pionnier de l'Internet, AOL. Il a su chevaucher cette bête technologique au moment exact de son apogée historique. Si vous vous souvenez du mythique « Vous avez des messages », sachez que c'est précisément cette époque dorée qui l'a propulsé au rang de multimilliardaire. Sentant le vent tourner, il a eu l'instinct de tirer sa révérence avec les poches pleines juste avant l'éclatement de la bulle Internet. Un sens du timing absolument miraculeux. Pourtant, au lieu de couler des jours heureux sur le sable fin des Caraïbes, il s'est mis en tête de s'offrir la capitale entière, ou du moins de mettre le grappin sur l'âme même de la ville. Pour accomplir ce dessein, il a donné naissance à un colosse du divertissement, Monumental Sports and Entertainment. Une véritable machine de guerre qui contrôle aujourd'hui le triptyque sacré du sport professionnel à Washington. Sous sa coupe, on retrouve les redoutables Wizards de la NBA, les Capitals de la NHL, sans oublier les Mystics de la WNBA. Au-delà des simples joueurs, c'est l'arène elle-même, la célèbre Capital One Arena, qui figure dans son patrimoine, ainsi que le réseau télévisé exclusif qui retransmet chaque affrontement. Ce quadrillage minutieux le place à des années-lumière d'un simple patron de club sportif de quartier. L'homme est un véritable architecte d'écosystème. Son ambition va infiniment plus loin que le simple écoulement de billets de match. Son trésor de guerre repose sur les droits de diffusion, des océans de données statistiques, de juteuses alliances avec l'industrie des paris et l'exploitation frénétique de salles de concert. Toujours avec un coup d'avance, il s'est engouffré la tête la première dans l'e-sport en finançant la Team Liquid, flairant très tôt le filon des pronostics virtuels. Il avait compris comment captiver les supporters de demain bien avant que ses pairs n'ouvrent les yeux sur la révolution en marche.
Évidemment, un règne d'une telle envergure n'est pas un long fleuve tranquille. Récemment encore, il a provoqué un séisme en menaçant d'exiler ses équipes vers un futur complexe colossal en Virginie, chiffré à la somme étourdissante de 2 milliards de dollars. Cet immense coup de poker a dramatiquement échoué sous le feu des projecteurs, l'obligeant à signer un armistice pour sanctuariser la présence des sportifs au cœur de la capitale jusqu'en l'an 2050. Mais ce bras de fer, aussi houleux fut-il, n'a fait que confirmer l'emprise terrifiante qu'il exerce sur l'échiquier politique régional. Retranché dans son domaine princier de Potomac, ce titan du divertissement pèse aujourd'hui la bagatelle de 3,9 milliards de dollars. C'est l'incarnation même du milliardaire de la nouvelle génération dans le Maryland. Un profil exubérant, passionné de nouvelles technologies, viscéralement ancré dans la culture locale et perpétuellement en quête de la prochaine grande révolution numérique. En 7e position, nous retrouvons le clan Davis. Le nom d'Allegis Group ne vous évoque sans doute absolument rien. Pourtant, d'un point de vue purement statistique, c'est probablement grâce à eux que vous touchez un salaire tous les mois. Tout a commencé avec Jim Davis et son cousin Steve Bisciotti, un homme que nous retrouverons d'ailleurs un peu plus haut dans ce classement. En 1983, les deux hommes lancent Aerotech, un simple cabinet de recrutement depuis les entrailles d'une cave. L'idée de départ était d'une limpidité redoutable, mais relevait du véritable coup de génie. L'industrie aérospatiale et les grands cabinets d'ingénierie cherchaient désespérément des experts ultra qualifiés, tout en exigeant une flexibilité totale. Les deux cousins ont très vite compris qu'agir en tant qu'intermédiaire pour cette main-d'œuvre de prestige allait leur apporter très gros. La petite boîte montée dans un sous-sol s'est finalement métamorphosée en un empire nommé Allegis Group. Aujourd'hui, cette structure est le leader incontesté du placement de personnel non coté en bourse sur le sol américain et un véritable mastodonte à l'échelle mondiale. Leurs revenus annuels crèvent le plafond, dépassant allègrement les 12 milliards de dollars. La société possède une galaxie d'agences tentaculaires, dont Tech Systems pour les métiers du numérique, sans oublier Aerotech, leur branche historique dédiée au secteur industriel. Ce sont eux qui placent les ingénieurs concevant nos avions, les développeurs tapant les lignes de code et les milliers d'employés faisant tourner l'administration du monde des affaires américain. La véritable prouesse de Jim a été de réussir à industrialiser un modèle basé uniquement sur l'humain et le service. À l'inverse du secteur secondaire qui exige de bâtir de gigantesques usines, une agence d'intérim se développe simplement en multipliant les chasseurs de tête et en gonflant ses bases de données. C'est un engrenage qui génère des liquidités massives tout en exigeant que très peu d'investissements de départ. Aujourd'hui, l'homme d'affaires coule des jours heureux à Cockeysville, bien à l'abri du tumulte et des strass de la capitale. Fuyant systématiquement la lumière des projecteurs, il préfère largement laisser la démesure de ses bilans comptables s'exprimer à sa place. Contrairement aux stars de la Silicon Valley, toujours en quête d'attention médiatique, il a bâti dans l'ombre une fortune personnelle estimée à 5,4 milliards de dollars. Sa réussite insolente démontre que la ressource la plus précieuse de toute l'économie américaine n'est ni l'or noir, ni l'immobilier, ni même le big data, c'est l'être humain. 6e place, la dynastie Rubenstein. David Rubenstein est le genre d'individu qui s'offre des multinationales avec la même désinvolture que vous feriez vos courses au supermarché. En tant que pilier fondateur du groupe Carlyle, il a façonné de ses propres mains l'un des fonds d'investissement privés les plus titanesques et destructeurs que la Terre ait jamais portés. Bien que ses bureaux de verre dominent Washington, c'est depuis sa luxueuse résidence de Bethesda qu'il pilote une véritable machine de guerre financière, pesant aujourd'hui plus de 426 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Le groupe Carlyle est tristement célèbre pour ses accointances avec les plus hautes sphères du pouvoir, n'hésitant pas à embaucher d'anciens chefs d'État, des premiers ministres ou des ministres influents, afin de déverrouiller l'accès aux marchés internationaux. Le patriarche en personne est le maître incontesté du réseautage d'élite. C'est le style de personnage capable de prendre son café matinal avec les pontes du trésor public et de dîner le soir même avec le gratin de la royauté saoudienne. Toutefois, son immense fortune n'a pas pour unique but l'accumulation frénétique. Il a théorisé un concept qu'il a lui-même baptisé la philanthropie patriotique. Ce magnate a littéralement englouti des centaines de millions de dollars pour sauvegarder le patrimoine historique des États-Unis. Il s'est notamment offert l'ultime exemplaire de la Magna Carta, encore en circulation dans le domaine privé, ainsi qu'une édition rarissime de la Déclaration d'indépendance, sans oublier la proclamation d'émancipation, des trésors inestimables qu'il cède ou prête généreusement
aux institutions muséales du pays. C'est encore lui qui a financé de sa poche la restauration du Washington Monument, ravagé par les violentes secousses sismiques de 2011. Mais très récemment, un coup de maître a définitivement gravé son nom dans le marbre de l'État du Maryland. Il a racheté la mythique franchise de baseball des Orioles de Baltimore. Alors que l'équipe sombrait lentement sous le règne moribond du clan Angelos, Rubenstein a pris la tête d'un consortium pour rafler la mise, signant un chèque astronomique d'1,725 milliard de dollars. Et n'allez surtout pas croire qu'il s'agissait d'un simple caprice d'ultra-riche. C'était une manœuvre de sauvetage visant à redresser un actif en perdition. Exactement le genre d'opération chirurgicale dont il a le secret chez Carlyle. Avec un patrimoine net culminant à 5,6 milliards de dollars, Rubenstein incarne le trait d'union parfait entre la puissance financière de Wall Street et le patrimoine historique du Maryland. C'est l'homme providentiel qu'on contacte aussi bien pour acquérir une multinationale que pour voler au secours du Washington Monument. Numéro 5, le clan Lerner. L'épopée de cette lignée se confond intimement avec la période faste de l'Amérique d'après-guerre. Décédé en 2023, le patriarche Ted Lerner avait fait ses premiers pas dans l'immobilier grâce à un modeste pécule de 250 $ emprunté à son épouse. Loin de se contenter d'écouler de simples demeures, il a eu l'intuition fulgurante de l'exode urbain. Très vite, il avait compris qu'avec l'expansion rapide de l'appareil d'État, la donne allait changer. Les habitants de la capitale n'auraient d'autre choix que d'essaimer massivement vers les terres rurales du Maryland et de la Virginie. En se positionnant stratégiquement sur cet axe de développement, il a fini par régner sur ces gigantesques centres commerciaux qui définissent aujourd'hui la banlieue américaine. Son empire, Lerner Enterprises, s'est ainsi imposé comme le premier propriétaire foncier privé de toute l'agglomération de Washington. Prenez l'exemple du célèbre complexe de Tyson's Corner. D'un simple carrefour campagnard, il a su en faire un pôle urbain capable de faire de l'ombre à de véritables métropoles. Quiconque réside dans une luxueuse tour en périphérie de la capitale a de très fortes chances d'occuper un bâtiment issu de leur vision. Leur immense patrimoine s'étend des fameux Chelsea Piers new-yorkais jusqu'aux vastes étendues du comté de Loudoun. Cette dernière région étant d'ailleurs unanimement reconnue comme le centre névralgique mondial des centres de données. Aux yeux du grand public, leur acquisition la plus prestigieuse reste toutefois l'équipe de baseball des Nationals de Washington. C'est en 2006 que Ted avait racheté cette franchise à la Ligue majeure pour la somme astronomique de 450 millions de dollars. Sous sa houlette, cette formation a réussi l'exploit de ramener un trophée des séries mondiales dans la capitale. Un sac historique survenu en 2019. Ce triomphe a eu pour effet de propulser la valeur de l'équipe bien au-delà de la barre des 2 milliards de dollars. Aujourd'hui dirigée par sa veuve Annette et leurs enfants, la dynastie familiale pèse un montant faramineux, estimé à 6,4 milliards de dollars. Véritables bâtisseurs de l'expansion urbaine de la région, ils ont su décrypter et exploiter l'écosystème singulier de la capitale. Si le gouvernement fédéral se charge d'écrire les lois, ce sont bel et bien les Lerner qui façonnent les murs à l'intérieur desquels le pouvoir décide. Numéro 4, la famille Bisciotti. Cousin de Jim Davis, Steve Bisciotti représente le second pilier fondateur du succès foudroyant du groupe Allegis. Tout comme son parent, il a amassé ses premiers milliards dans l'univers bien peu glamour du recrutement et de l'intérim. Néanmoins, là où Davis a cultivé l'art de l'invisibilité, Bisciotti a préféré s'exposer sous les projecteurs des grandes arènes sportives. En 2004, il affichait l'âge remarquablement précoce de 44 ans. C'est à ce moment précis qu'il a bouclé le rachat définitif des Ravens de Baltimore. Si la plupart des patrons de ligue considèrent leurs équipes comme de simples joujoux ou des marqueurs sociaux, Bisciotti gère son club avec la rigueur clinique d'une multinationale du Fortune 500. Sa philosophie managériale le hisse au rang des dirigeants les plus respectés de tout le sport professionnel américain. Son credo est limpide: recruter les esprits les plus brillants et leur laisser une autonomie totale. C'est ainsi qu'il a fait appel au légendaire directeur sportif Ozzie Newsome. Il a accordé à cet expert une liberté absolue pour forger un effectif de choc sans jamais s'immiscer dans ses choix. Une attitude rarissime dans le monde impitoyable du football américain où la vanité des puissants étouffe bien souvent le bon sens. Depuis sa prise de contrôle, les Ravens se sont métamorphosés en une véritable institution d'excellence. En plus d'avoir raflé 2 trophées du Super Bowl et de dominer la ligue sans partage, l'équipe a bénéficié d'infrastructures colossales.
mondiale. Le milliardaire a notamment fait ériger un complexe d'entraînement à la pointe de la technologie à Owings Mills, judicieusement baptisé le Château. En parallèle, la fortune de Bisciotti a connu une ascension fulgurante. Un pactole qui ne découle pas seulement de ses agences d'intérim, mais surtout de la flambée hallucinante de la valeur des franchises sportives. Les contrats télévisés pharaoniques ont en effet transformé chaque club en une mine d'or pesant plusieurs milliards de dollars. Désormais assis sur un trésor de 7,8 milliards de dollars, ce grand patron fuit littéralement les médias. S'il privilégie l'intimité de sa loge privée pour suivre les rencontres, son influence invisible sur la culture du Maryland reste absolument inégalée. Dans les rues de Baltimore, il représente bien plus qu'un énième magnat des affaires. Il est le garant silencieux de la fierté d'une ville tout entière. Numéro 3. La famille Rales. Mitchell Rales est sans l'ombre d'un doute le titan de l'industrie le plus méconnu du grand public. C'est aux côtés de son frère, Steven, qu'il a posé les fondations du tentaculaire conglomérat Danaher. Leur recette secrète ne repose ni sur un remède miracle, ni sur une plateforme virale, et encore moins sur une invention technologique. Leur véritable coup de génie réside dans une méthodologie redoutable qu'ils ont baptisée le système d'exploitation Danaher ou DBS. Puisant son essence dans le concept nippon du Kaizen, cette approche prône la quête perpétuelle de l'excellence et du perfectionnement. Grâce à cela, le duo a élevé le rachat d'entreprises au rang de science exacte. Leur stratégie de prédilection consistait à cibler des usines d'une banalité affligeante. Des firmes spécialisées dans les tests de qualité de l'eau, l'outillage dentaire ou le matériel de laboratoire. Une fois aux commandes, la méthode maison entrait en scène pour pulvériser les dépenses inutiles, faire exploser les marges et propulser leur cotation en bourse vers les sommets. Une manœuvre dont le triomphe s'est avéré absolu. Sur les 30 dernières années, l'action du groupe a littéralement écrasé l'indice S&P 500, générant des rendements supérieurs de plusieurs milliers de pourcents. Plus récemment, ils ont procédé à la fragmentation d'une partie de leurs activités, en donnant naissance à de nouvelles entités indépendantes, telles que Fortive et Veralto. Ils n'ont fait qu'étendre davantage leur toile financière. Cette montagne d'argent a permis à Mitchell Rales de façonner une oasis sans pareille dans la petite ville de Potomac, un lieu baptisé Glenstone. Cette fabuleuse institution culturelle privée n'a absolument rien à envier à la renommée du célèbre MoMA de New York. Elle abrite tout simplement l'un des fonds d'art contemporain les plus gigantesques jamais rassemblés par un particulier. Dissimulé au cœur d'un domaine de 300 acres aux pelouses taillées au cordeau, on y admire des chefs-d'œuvre signés Jeff Koons, Richard Serra ou encore Andy Warhol. Ces trésors reposent au sein de pavillons sublimes, imaginés par l'élite de l'architecture mondiale. Assis sur un magot personnel évalué à 8,3 milliards de dollars, ce magnat incarne l'aristocratie intellectuelle des grandes fortunes du Maryland. Une puissance cérébrale, d'une précision chirurgicale et d'une rentabilité glaçante. Le tout profondément ancré dans un mécénat culturel de très haut vol. À la deuxième place, nous retrouvons le clan Bynum. Si le nom de Marriott résonne dans toutes les têtes, l'empire tentaculaire qui tire les ficelles de Choice Hotels reste bien plus mystérieux. Leur succès insolent démontre toute la puissance d'un modèle économique basé sur la franchise hôtelière. Tout commence avec le patriarche Stewart Bynum Sr., un ancien plombier ayant déserté les bancs de l'école primaire dès sa 4e année de scolarité. Contre toute attente, c'est dans le secteur des maisons de retraite qu'il a frappé son premier grand coup. Il a fondé Manorcare, une entreprise qui s'est progressivement métamorphosée en un véritable mastodonte du milieu médical. Sa revente finale au puissant Carlyle Group illustre d'ailleurs à la perfection la façon dont toutes ces élites de la finance finissent inlassablement par se croiser. Toutefois, son véritable monument, celui qui l'a fait entrer dans l'histoire, demeure Choice Hotels International. Ce visionnaire avait flairé un besoin crucial le long des routes. Proposer aux voyageurs une chambre fiable, confortable et surtout sans ruiner leur budget. De nos jours, ces héritiers règnent sur une constellation de marques que l'on retrouve placardées à chaque sortie d'autoroute américaine. Des enseignes devenues incontournables comme Comfort Inn, Quality Inn, Econolodge ou encore Cambria. Le coup de maître de cette stratégie hôtelière réside dans son détachement quasi total de la propriété immobilière. Ils ne possèdent pas les murs. Ce sont des entrepreneurs indépendants qui en assument la charge et les risques. La maison mère se contente de fournir le prestige de son nom, le réseau de réservation centralisé et les avantages du programme de fidélité. En prélevant au passage une dîme sur chaque nuitée,
le groupe s'assure une avalanche de liquidités tout en esquivant le moindre danger financier. Aujourd'hui, ce patrimoine colossal est divisé entre les mains de plusieurs de ses descendants. L'un d'eux, Stewart Bainum Jr., sait d'ailleurs ses ambitions sur l'échiquier politique ainsi que dans le domaine de la presse. Il a notamment orchestré une manœuvre très médiatisée pour tenter de s'offrir le quotidien Baltimore Sun. Si l'on rassemble toutes les parts du gâteau, la fortune de cette fratrie dépasse allègrement la barre vertigineuse des 9 milliards de dollars. Ce sont les véritables spectres de l'industrie touristique, opérant dans l'ombre avec une redoutable efficacité. Leur parcours est la preuve vivante qu'il n'est nul besoin de bâtir des palaces 5 étoiles pour amasser une fortune qui se compte en milliards. Il suffit d'offrir une literie impeccable à un tarif honnête et de répéter cette formule à travers 7000 établissements. Numéro 1, la dynastie Marriott. Le clan le plus opulent de tout le Maryland affiche fièrement son patronyme en lettres capitales sur les façades de son propre empire. La grande dynastie Marriott. Tout a commencé en 1927, loin du faste des palaces, avec une modeste buvette de soda A&W à Washington qui ne comptait que 9 tabourets. À l'époque, l'unique ambition de J. Willard Marriott et de son épouse Alice était d'offrir une pause rafraîchissante aux habitants pour contrer l'humidité étouffante des étés dans la capitale. Rapidement, ce petit comptoir s'est métamorphosé en une chaîne de restauration baptisée Hot Shops, surfant à merveille sur l'engouement grandissant des Américains pour l'automobile. Il a pourtant fallu attendre l'année 1957 pour voir les portes de leur tout premier établissement hôtelier s'ouvrir. C'est à partir de ce bâtiment fondateur qu'ils ont forgé le plus grand colosse hôtelier de la planète. De nos jours, l'enseigne Marriott International règne en maître sur une trentaine de marques de prestige, dont le légendaire Ritz-Carlton. Mais son portefeuille comprend également le St. Regis, les W Hotels, le Sheraton, le Westin ou encore le Courtyard. Le véritable point de bascule vers une richesse colossale s'est opéré en 1993 lorsqu'ils ont pris la décision radicale de scinder leur empire en deux. D'un côté, Marriott International, la branche qui prend les rênes de l'exploitation hôtelière. De l'autre, Host Hotels and Resorts, un fonds d'investissement immobilier qui possède concrètement les murs et les terrains. Ce coup de maître a permis au clan de se focaliser exclusivement sur la gestion pure, un secteur aux marges de profit astronomiques. C'est le triomphe du modèle économique sans actifs lourds. Le groupe encaisse de juteuses commissions en laissant des tiers exploiter son nom et sa plateforme de réservation. En 2016, la famille a frappé un grand coup en s'offrant le groupe Starwood Hotels pour la somme vertigineuse de 13 milliards de dollars. Une manœuvre agressive qui a purement et simplement rayé de la carte leur principal concurrent tout en verrouillant leur hégémonie mondiale. Cette illustre lignée, menée d'une main de fer pendant des décennies par le patriarche Bill Marriott, et qui est désormais sous la houlette de David Marriott, pilote cet empire titanesque depuis son quartier général du Maryland à Bethesda. Fervents pratiquants de l'église mormone, les membres de la famille ont profondément ancré leurs convictions spirituelles au cœur de leur vision des affaires. Leur maître mot, l'acharnement au travail, une hygiène de vie irréprochable et une rigueur chirurgicale dans l'organisation de leur processus. Bien que cette immense fortune soit aujourd'hui morcelée entre une multitude d'héritiers et de montages financiers, les estimations les plus prudentes évaluent le trésor de guerre familial à 11,8 milliards de dollars. Il règne sans partage en tant que monarque absolu du Maryland. Ils ne se sont pas contentés de bâtir une société florissante, ils ont façonné l'infrastructure même de l'industrie mondiale du voyage. D'une simple échoppe de boissons gazeuses à plus de 8000 complexes hôteliers éparpillés aux 4 coins du globe, l'épopée du clan Marriott incarne le summum du rêve américain. Le Maryland a beau vivre souvent dans l'ombre de la puissance politique de Washington ou de la démesure de New York, les puissantes lignées de ce classement prouvent que cet État libre est un véritable rouleau compresseur de l'économie à lui tout seul. Alors, lequel de ces mastodontes vous a le plus coupé le souffle? La gestion ultra calculée des Ravens ou l'empreinte mondiale gargantuesque des Marriott? N'hésitez pas à me donner votre avis dans la section commentaires. Et si vous souhaitez vraiment savoir qui tire les ficelles de l'économie mondiale, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Global Status. Nous suivons l'argent à la trace.